Il annonça la nouvelle avec gravité. L'entraînement intensif des soldats et la production d'armes avaient considérablement épuisé leurs finances. S'ils continuaient sur cette voie, ils seraient à court de fonds bien avant la fin des mois démoniaques. Roland se massa les tempes, conscient de l'ampleur du problème qui pesait sur eux. Le cœur lourd, il ordonna à Barov de puiser les fonds nécessaires dans sa propre trésorerie. Mais Barov hésita, son inquiétude pour la sécurité de Roland transparaissant dans son regard. Pourtant, Roland resta inflexible. Il était déterminé à mener ses plans à bien, quel qu'en soit le prix. Il assura à Barov qu'il serait le premier à partir si leur mission échouait et l'incita à se concentrer sur ses responsabilités avec un regain d'ardeur. Une fois seul, Roland s'affaissa sur son bureau, accablé par un sentiment d'impuissance. Il avait du mal à croire qu'il avait vidé ses ressources aussi rapidement. C'est alors que, surgissant du brouillard, Nightingale apparut. Elle se matérialisa dans la brume tourbillonnante, s'adossant nonchalamment au bureau de Roland, un sourire espiègle aux lèvres. D'un ton moqueur, elle l'interrogea sur ses paroles à Barov. Roland sentit ses joues s'échauffer sous le regard perçant de Nightingale, dont l'inquiétude pour Anna était évidente. Elle l'exhorta à passer plus de temps avec Anna, craignant que le temps leur soit compté. Mais Roland, inébranlable, déclara qu'il croyait en la force d'Anna et en ses propres paroles. Elle ne succomberait pas aux tourments des démons, elle survivrait. Nightingale secoua la tête, incapable de comprendre une telle confiance en une sorcière qu'elle considérait comme maudite par le diable. Roland soutint son regard, déterminé. Il ne se laisserait pas influencer. Il déclara qu'il faisait autant confiance à Anna qu'à Nightingale elle-même. Un silence gêné s'installa. Nightingale détourna le regard, troublée par cette conviction inébranlable. Elle se balança d'un pied sur l'autre, cherchant ses mots. Puis, dans un murmure, comme si elle analysait un mensonge, elle admit à contre-cœur que Roland ne mentait pas. L'atmosphère s'allégea légèrement. Nightingale s'approcha de la fenêtre, observant le ciel qui s'assombrissait. Les premiers flocons de neige tombaient doucement. Son cœur se serra. Ce n'était pas une simple neige d'hiver. C'était le signe que les mois démoniaques arrivaient. Elle tourna un regard grave vers Roland. Aucun mot n'était nécessaire. Ils savaient tous les deux ce qui devait être fait. Roland se rendit au terrain d'entraînement, où les échos des tirs résonnaient dans l'air froid. Devant la cible, Axe se tenait, concentré, son fusil à la main. Roland s'approcha avec un regard sévère, évaluant ses progrès. Axe se retourna et, affichant un sourire confiant, hocha la tête. Il assura à Roland qu'il s'était entraîné avec rigueur et qu'il maîtrisait désormais le fusil à silex selon ses instructions. Baissant les yeux vers l'arme qu'il tenait, Axe ressentit un profond respect pour l'homme qui lui avait donné ce pouvoir. Il se fit la promesse de ne jamais décevoir Roland et de protéger leur terre contre les créatures démoniaques qui menaçaient de l'envahir. Roland se tourna ensuite vers Carter pour s'enquérir de ses progrès. Si Carter démontrait une réelle habileté avec les nouvelles armes, ses préoccupations quant à la lenteur de leur production étaient légitimes. Roland reconnut les défis que représentait cette nouvelle ère des armes à feu, mais il lui assura que d'autres seraient bientôt fabriquées. Avec une détermination sans faille, il se dirigea vers les remparts de la ville, accompagné de ses hommes de confiance, Axe et Carter. Lorsqu'il porta son regard au-delà des murs, son esprit était déjà absorbé par la menace imminente des démons. À leur arrivée sur les remparts, les soldats rassemblés s'inclinèrent respectueusement. Axe signala qu'aucune créature démoniaque n'avait encore été aperçue, et Roland poussa un soupir de soulagement. La première neige annonçait habituellement une accalmie, mais cette paix fut de courte durée. Un cri retentit depuis les hauteurs. Un soldat venait de repérer une silhouette solitaire. L'inquiétude gagna les troupes. Certains proposèrent de sonner l'alarme. Mais Roland, calme et maître de lui-même, rappela les consignes d'entraînement et leur ordonna de faire preuve de discernement. Peu à peu, les hommes retrouvèrent leur sang-froid. Les arcs s'abaissèrent. Et dans le silence pesant qui s'installa, tous retinrent leur souffle, attendant la suite. Roland expira un soupir fatigué, conscient que cet entraînement éprouvant était nécessaire pour inculquer la discipline à ses troupes. Les soldats, alignés d'un même mouvement, observaient avec attention un renard rusé s'approcher furtivement des remparts de la forteresse. Soudain, la bête bondit en avant, ses yeux rivés sur l'imposante barrière. Axe, toujours alerte, avertit immédiatement Roland des intentions possibles de la créature, prête à franchir les défenses. Carter, fidèle à son rôle de protecteur, se plaça devant Roland, prêt à frapper. Sans perdre un instant, Axe arma son arc et décocha une flèche d'une précision mortelle, transperçant le corps musculeux de l'animal. Tandis que Roland observait la carcasse inerte de la bête,
Son esprit analytique s'emballa. La couleur ébène du sang attisa sa curiosité. Et la révélation que certaines sorcières avaient survécu aux conséquences de l'éveil ne fit qu'approfondir son intérêt. Intrigué, il prit mentalement note d'explorer prochainement la mystérieuse montagne. Se tournant vers Axe, Roland l'interrogea sur les effets d'une morsure infligée par une bête démoniaque. À son soulagement, Axe lui assura que la mort était l'unique issue, écartant toute crainte d'une transformation en créature maudite errant dans un ciel glacé d'un autre monde. Une idée audacieuse traversa alors l'esprit de Roland. Et s'il consommait la chair de la bête déchue? Mais avant même qu'il ne puisse exprimer son projet, la voix de Carter tonna, s'opposant avec véhémence à cette pensée insensée. Manger une viande infectée n'était pas seulement répugnant, c'était un risque mortel. Axe appuya l'avertissement de Carter en rappelant que les chiens nourris de cette chair empoisonnée finissaient toujours par mourir. Le cœur lourd face à cette opportunité perdue, Roland laissa échapper un soupir résigné. Alors que les patrouilles suivaient leur routine, un rapport urgent fit irruption. Un homme grièvement blessé avait été retrouvé dans les dangereuses mines de la pente nord. Sans perdre une seconde, Roland se précipita vers l'hôpital, où il découvrit Nana, une jeune fille tremblante de peur, reculant face aux mineurs ensanglantés. Son père, figure rassurante au milieu du chaos, accourut à ses côtés pour lui apporter soutien et réconfort. Puisant dans son courage, Nana rassembla ses forces et s'approcha de l'homme blessé. Inspirant profondément, elle libéra son pouvoir latent dans un éclat de lumière aveuglant, laissant son père stupéfait. L'instant suivant, l'homme était guéri comme par miracle. Témoin de la scène, Brian déclara que c'était Nana qui lui avait sauvé la vie et lui exprima sa gratitude. Peu après, le blessé ouvrit lentement les yeux, son esprit embrouillé par la confusion et l'incrédulité. Était-ce un rêve? Roland, d'une voix calme et assurée, lui confirma que tout était bien réel et qu'il avait échappé à la mort grâce à l'extraordinaire talent de Nana. À ces mots, l'homme sursauta, un frisson de stupeur le parcourant. Une sorcière! N'étaient-elles pas toutes des démons? Furieux, le père de Nana foudroya le rescapé du regard et le réprimanda sévèrement. Il lui rappela que c'était grâce à sa fille qu'il respirait encore, et qu'aucun démon ne se soucierait jamais du sort d'un humain. Prenant conscience de son erreur, l'homme bondit hors de son lit et s'agenouilla devant Nana, la suppliant de lui pardonner. Des larmes roulèrent sur son visage, tandis qu'il la remerciait du fond du cœur pour lui avoir sauvé la vie. Sur le chemin du retour, Roland retrouva Nightingale, assise sur son lit, le regard voilé d'inquiétude. Elle craignait que le pouvoir de Nana ne soit découvert et que la jeune fille ne puisse jamais mener une vie normale. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, Roland l'interrompit d'un ton ferme. Il lui rappela que la ville frontière était encore petite et que l'influence de l'Église s'y faisait peu sentir. C'était le moment idéal pour gagner la confiance des habitants envers les sorcières, avant que le mois du démon ne s'abatte sur eux. S'il parvenait à montrer au peuple que les sorcières n'étaient pas des monstres, il pourrait commencer à démanteler, pierre après pierre, le mur de peur et de préjugés qui les oppressait depuis toujours. Lui tendant un verre de vin, Roland parla avec assurance. La neige épaisse qui obstruait le passage vers la forteresse de Chengdu et le contrôle qu'ils exerçaient sur les ports garantissaient qu'aucune nouvelle de la ville frontière ne parviendrait au monde extérieur. 3 mois. C'était le temps qu'ils avaient devant eux pour changer les choses. Roland repensa aux mineurs que Nana avait sauvés plus tôt dans la journée. Cet homme, autrefois terrifié par le pouvoir des sorcières, voyait désormais Nana comme un ange de la Renaissance. Roland considérait cela comme une opportunité, renforcer le moral des troupes et semer une graine de changement dans les cœurs, en particulier dans la nouvelle armée qu'il était en train de former. Nightingale observait Roland, incapable de trouver les mots. Son regard plongé dans le sien, elle ressentait un mélange de fascination, de curiosité et d'admiration. Finalement, elle ne put s'empêcher de lui demander ce qu'il poussait à prendre des mesures aussi audacieuses pour soutenir les sorcières. Roland la fixa avec sérieux et d'une voix ferme répondit « Parce que je crois que les sorcières font les meilleures épouses. » Puis, se penchant légèrement en avant, ses yeux brillants d'une détermination inébranlable, il ajouta « Mais surtout, parce que je crois que chacun mérite de vivre librement. Un jour, ici, même les sorcières pourront vivre sans crainte. » Les paroles de Roland laissèrent Nightingale sans voix. Elle le fixa longuement, fascinée, avant de détourner le regard. Après un moment de silence, elle s'excusa pour les mensonges qu'elle lui avait dits auparavant. Elle expliqua que ses sœurs de l'association erraient depuis bien trop longtemps, cherchant simplement un refuge sûr,
même si ce refuge devait être un château comme le sien. D'abord déconcerté, Roland comprit soudainement ce que Nightingale sous-entendait. Elle lui proposait d'amener les autres sorcières ici. Une vague d'excitation le traversa. Nightingale, de son côté, était impressionné par la vision grandiose de Roland. Ce rêve d'un monde où tous pourraient coexister en paix, même les sorcières. Cependant, une inquiétude subsistait. Faire venir les sorcières à la ville frontalière risquait d'attirer l'attention de l'Église. Nightingale craignait que cela ne transforme Roland en ennemi aux yeux de cette institution toute puissante, mais lui resta calme et assuré. Il lui expliqua que l'Église n'irait pas jusqu'à le punir de manière radicale. Ils ne prendront pas le risque de s'attirer les foudres de la famille royale, ajouta-t-il en s'approchant de la fenêtre. Il insista sur l'importance de commencer petit et de bâtir progressivement leur force. Selon lui, tout devait débuter ici, à la ville frontalière. Peu à peu, il rassemblerait assez de soutien pour renverser l'Église. Un jour, Roland rêvait d'un royaume où chacun, quelle que soit son origine, pourrait vivre en harmonie, pas seulement à Grey Castle, mais dans tout le monde connu. Et ce jour-là, tout le monde comprendra que les sorcières sont véritablement les meilleures épouses, conclut-il avec un sourire. Sous le couvert de la nuit, le martèlement de sabots résonnait sur la route menant à Grey Castle. Une troupe de cavaliers fonçait droit vers la cité. À leur tête chevauchait une silhouette imposante, un homme marqué par une profonde cicatrice sur le visage, Gerald Wimbledon, le premier prince du royaume. Alors que le groupe atteignait les lourdes portes du château, une lueur éclata soudain dans le ciel, provenant de l'intérieur des murs. Impassible, le prince ordonna à ses hommes de continuer. Avec un bruit sourd et métallique, les chaînes retenant la grande porte commencèrent à descendre, permettant au prince et à ses troupes d'entrer dans l'enceinte du château. L'atmosphère était chargée de tension. Gerald Wimbledon avançait, chaque pas le rapprochant de son objectif ultime, le trône de Grey Castle. En franchissant l'entrée principale, il fut accueilli par une poignée de ministres qui s'inclinèrent respectueusement devant lui. Il leur adressa un sourire courtois, mais ne perdit pas de temps en formalités. « Les gardes ont-ils bien été remplacés comme prévu ?» demanda-t-il d'une voix froide. Les ministres échangèrent des regards nerveux avant de répondre que le plan avait rencontré quelques complications. Le prince ne montra aucun signe de contrariété. Sa confiance inébranlable témoignait de sa détermination sans faille. Il ordonna de sécuriser toutes les entrées et plaça sa confiance en 2 hommes qui l'accompagneraient personnellement. En avançant vers les appartements du roi, Gérald fut un instant submergé par des souvenirs d'enfance. Il se revit, insouciant, jouant avec ses frères et sœurs dans ces mêmes couloirs. Mais très vite, son expression nostalgique se transforma en une froide résolution. Devant les immenses portes menant à la chambre royale, un détail attira son attention. L'air était imprégné d'une odeur métallique, l'odeur du sang. Un des ministres s'approcha et lui souffla à voix basse. « Une servante a été convoquée par le roi. Elle a vu les changements de garde. Nous avons pris des mesures pour qu'elle ne parle jamais. » Le premier prince fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Son père n'avait plus touché une femme depuis la mort de sa mère. Le doute s'immisça en lui, mais il n'était plus temps d'hésiter. D'un geste assuré, Gerald Wimbledon posa la main sur la poignée de la porte. Il savait qu'en franchissant ce seuil, il briserait les règles du roi. Mais il ne comptait pas s'arrêter avant d'avoir pris ce qui lui revenait de droit, la couronne. Avec une profonde inspiration, il s'avança et pénétra dans la pièce. Lorsque le premier prince poussa la porte, une odeur métallique de sang l'assaillit immédiatement. Son regard balaya la chambre avant de s'arrêter sur le lit où une vision d'horreur l'attendait. Les draps étaient imbibés d'écarlate, témoins silencieux d'un crime abominable commis entre ces murs. Agissant par instinct, le premier prince dégaina son épée dans un sifflement métallique, prêt à affronter le pire. Mais ce qu'il vit ensuite le laissa complètement désemparé. Debout près du lit se tenait son propre frère, le second prince, et au centre de la pièce gisait le roi, une dague profondément plantée dans la poitrine, ses yeux sans vie fixés dans le vide. Une tempête de rage et de confusion s'empara du premier prince, tandis qu'il luttait pour comprendre l'ampleur de l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. Les mains de son frère étaient couvertes de sang, une preuve accablante qui ne laissait aucun doute sur l'identité du coupable. L'esprit du premier prince s'emballa. Il peinait à accepter la trahison de son propre frère. Une colère brûlante s'empara de lui, et dans un éclair de haine, il ne vit plus en son cadet qu'un démon tout droit sorti des abysses. Le second prince, lui, esquissa un sourire narquois, comme s'il le mettait au défi de le juger. Il savait pertinemment que son frère avait grandi avec les mêmes privilèges que lui. Il savait aussi qu'à sa place,
Il aurait peut-être emprunté le même chemin. Pris au piège d'une situation qu'il n'avait pas vu venir, le premier prince tenta de se ressaisir. Il comprit qu'il était en position de faiblesse et que son frère avait tout orchestré depuis le début. Mais contre toute attente, le second prince lui révéla qu'il n'avait aucune intention de le tuer. Sa trahison avait une raison simple. Il refusait d'attendre 5 longues années pour affronter la puissante armée de leur troisième sœur. Depuis bien avant l'annonce du concours pour le trône, elle bâtissait ses forces en secret. Pour le second prince, c'était l'occasion rêvée de s'emparer de Grey Castle sans avoir à lever sa propre armée. Dans un éclair de détermination, le premier prince vit une ouverture et se précipita sur son frère traître, prêt à venger leur père. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, des gardes surgirent et leurs lances transpercèrent sa chair, le clouant au sol dans une douleur insoutenable. Au-dessus de lui, le second prince l'observait avec un sourire cruel. Il déclara d'une voix froide que son frère serait jugé dès le lendemain. Accusé d'avoir déserté son propre territoire et assassiné le roi, le premier prince était impuissant face à l'emprise des gardes. Il menaça de révéler la conspiration de son frère, mais ce dernier se contenta de rire doucement avant de sortir un petit flacon. À l'intérieur, un liquide redoutable, une potion qui rendait définitivement muet quiconque la buvait. Le cœur du premier prince se serra alors qu'il mesurait toute l'ampleur de la perfidie de son cadet. Il l'avait sous-estimé. Son intelligence, sa ruse, son absence totale de scrupules. D'un ton faussement affligé, le second prince annonça qu'il quitterait la capitale cette nuit même pour retourner dans son territoire et préparer son ascension au trône avant que la nouvelle du décès du roi ne se répande. Son discours dégoulinait de tristesse feinte, mais son regard trahissait son ambition dévorante. Tandis qu'il parlait, des souvenirs d'enfance traversèrent l'esprit du premier prince. Il revit leurs jeux, leurs rires insouciants, ces moments de complicité qui semblaient aujourd'hui appartenir à une autre vie, brisés comme un miroir éclaté en 1000 éclats. Lorsqu'il fut traîné hors de la pièce, un ministre s'approcha du second prince, s'inclinant devant lui avec soumission. Le nouveau roi lui assura que leur accord serait respecté, mais un sourire retors vint tordre ses lèvres alors qu'il sortait une petite pilule et la tendait au ministre. Ce dernier hésita, devinant qu'un piège se cachait derrière cet étrange cadeau. Mais avant qu'il ne puisse protester, le second prince força la pilule dans sa main, l'obligeant à la prendre. Un frisson d'effroi parcourut le ministre lorsqu'il comprit que cette pilule le rendrait incapable de trahir son nouveau souverain, le soumettant entièrement à sa volonté. Lorsque la pièce se vida, le second prince s'approcha du cadavre glacial de son père. Son visage tordu par une émotion indéchiffrable, il se laissa envahir par un souvenir troublant, les derniers instants du roi. Ce fut à cet instant qu'il se remémora leur ultime échange. Le second prince lui avait révélé le retour de son frère et son désir avoué pour le trône. Mais au lieu d'une réaction de colère, il n'avait obtenu qu'un rire glacial. Un rire suivi d'un geste inimaginable. Avant que le prince ne puisse comprendre, le roi s'était soudainement saisi d'une dague et l'avait enfoncée dans sa propre poitrine. Tout s'était passé en un éclair. L'incompréhension figea le second prince, incapable d'arrêter ce suicide insensé. Pourtant, une étrange sensation ne le quittait plus, comme un pressentiment oppressant. Il avait cru être le maître du jeu. Mais au fond de lui, un doute persistant s'insinuait. Avait-il réellement gagné? Ou n'était-il qu'un pion sur un échiquier qu'il ne maîtrisait pas encore? Cela ne faisait qu'une semaine que la neige éthérée avait recouvert la terre d'un épais manteau blanc. Roland, debout dans son bureau, ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la durée de cette paix fragile. Tout en savourant son thé, son regard parcourait le paysage paisible qui s'étendait devant lui. Heureusement, les machines à vapeur des mines avaient été réparées, et les soldats postés au rempart parvenaient à repousser les rares bêtes démoniaques qui tentaient de s'introduire dans la ville. Roland poussa un soupir de soulagement et se replongea dans l'élaboration de la croissance économique du bourg frontalier. Mais son répit fut brutalement interrompu par une alerte retentissante au loin. Carter, son aide de camp, fit irruption dans le bureau, la voix marquée par une pointe de panique. D'un geste rapide, il désigna l'horizon. Une immense horde de bêtes démoniaques se rassemblait à l'extérieur des remparts. Au nord de la ville frontalière, une masse menaçante de créatures démoniaques s'amassait derrière les murs protecteurs. En première ligne, les soldats tenaient leur position, mais leurs visages se décomposèrent en découvrant l'ampleur du fléau qui leur faisait face. Parmi eux, Weiner agrippa son arme avec force. Son esprit envahi par le souvenir de son engagement initial, un simple appât,
la promesse de délicieux œufs au déjeuner. Et à présent il était là, projeté en plein cœur d'une bataille contre ces monstres infernaux. Sans prévenir, un bœuf infecté chargea droit devant, ses yeux brillant d'une lueur sauvage, ses sabots frappant le sol avec une violence assourdissante. L'impact ébranla les remparts, les faisant trembler sous la force du choc. La créature laissa un énorme renfoncement dans la muraille, et avant même que les soldats puissent réagir, une meute de loups infectés bondit sur la carcasse du bœuf, l'utilisant comme tremplin pour franchir la défense. Axe, le commandant aguerri, réagit aussitôt, lançant des ordres clairs à l'escouade de piquiers. D'une coordination parfaite, les soldats levèrent leurs lances, prêtes à transpercer les créatures hurlantes qui se jetaient sur eux. Les pointes acérées percèrent la chair des loups, mais l'un d'eux parvint malgré tout à briser la ligne de défense. Sans la moindre hésitation, Axe leva son pistolet à silex et fit feu. La balle traversa le crâne du loup avec une précision mortelle. Mais dans la tourmente, Weiner aperçut un camarade s'effondrer au sol, pris de convulsions. L'homme gisait dans une mare de sang, son abdomen déchiré par les griffes acérées du loup. Un autre soldat se tourna vers Weiner, cherchant des directives, mais ce dernier, tétanisé, était incapable d'articuler le moindre mot face à l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. C'est alors que Roland et Carter atteignirent le flanc nord. Leurs regards se figèrent sur le carnage, l'ampleur du danger se dessinant sous leurs yeux. La voix autoritaire de Carter s'éleva au-dessus du tumulte, exhortant les soldats à garder leur sang-froid et à respecter les procédures d'engagement. Weiner inspira profondément, retrouvant son calme avant d'ordonner à 2 hommes de transporter le blessé vers le poste de soins. Puis, il rassembla le reste de son escouade, leur intimant de tenir leur position en vue de la prochaine vague d'assaut. Roland, impressionné par la discipline des soldats, sentit néanmoins une menace encore plus grande peser sur eux lorsqu'une silhouette monstrueuse apparut à l'horizon. Une abomination hybride. Un loup à 2 têtes fusionné à une tortue aux carapaces hérissées de pointes verdâtres avançait lentement vers les murs. Les archers décochèrent une volée de flèches, mais les projectiles ricochèrent sur l'armure impénétrable de la créature. Sans perdre une seconde, Roland fit appel à son escouade d'élite équipée de pistolets à silex, mais même leurs tirs explosifs furent inutiles face à la robustesse surnaturelle du monstre. En ultime recours, Roland ordonna à Weiner d'aller chercher la poudre noire. Mais avant même qu'il ne puisse achever son ordre, la bête gigantesque se jeta contre la muraille, enfonçant la structure sous l'ampleur de son assaut. Roland comprit aussitôt que les fortifications ne tiendraient plus longtemps. D'une voix tonitruante, il ordonna à ses hommes de battre en retraite. Soudain, la pierre sous ses pieds se désagrégea en fragments. Alors que Roland allait être enseveli sous les décombres, Nightingale surgit à la dernière seconde, l'attrapant habilement et le mettant à l'abri, loin du mur en train de s'effondrer. Devant eux, une immense brèche s'ouvrait maintenant, une faille béante dans ce qui était autrefois une barrière imprenable. Mais à cet instant précis, Weiner bondit vers le mur, serrant une boîte entre ses mains. Akseb aboya des ordres. Il devait enflammer la boîte et la placer sous la créature démoniaque. Weiner prit une profonde inspiration, se remémorant chaque étape nécessaire à l'activation de l'arme, et tendit la main pour la déposer rapidement près de la bête. Alors que la fumée commençait à se répandre, il détala, lançant un avertissement à tous. Il devait se mettre à couvert et se préparer à l'impact. Les flammes s'embrasèrent, vacillèrent un instant, puis, dans une explosion titanesque, la créature fut entièrement anéantie. Mais à peine avaient-ils le temps de savourer leur victoire qu'une nouvelle vague de démons fondit sur les remparts. Une horde de plus d'une douzaine de bêtes démoniaques se ruait droit vers la muraille déjà fragilisée. Les soldats étaient en infériorité numérique et à bout de souffle. Roland scrutait fébrilement le champ de bataille, cherchant une issue, mais la situation semblait désespérée. C'est alors que le sanglier infecté poussa un rugissement assourdissant avant de charger, projetant violemment plusieurs soldats boucliers en l'air sur plusieurs mètres. Juste au moment où la bête allait semer davantage de chaos, Anna fit son apparition. Elle portait toujours sa tenue de servante, mais cette fois un chapeau de sorcière ornait sa tête. Son regard de glace se fixa sur le monstre tandis qu'elle invoquait une gigantesque boule de feu qu'elle projeta droit sur le sanglier enragé. L'attaque fut fulgurante. Le monstre fut englouti par les flammes, se tordant de douleur. Roland, stupéfait, peinait à croire qu'Anna était là, alors qu'il lui avait expressément ordonné de rester sur le site de traitement. Brian se précipita vers lui, s'agenouillant et s'excusant de ne pas avoir pu l'en empêcher. Anna, rongée par l'inquiétude pour Roland, n'avait pu être dissuadée.
Roland avait prévu d'introduire Nana en premier auprès des autres, puis de révéler progressivement Anna et Nightingale. Mais son plan venait d'être bouleversé. Sans perdre un instant, il ordonna à ses hommes de protéger Anna. Immédiatement, les soldats se redressèrent, brandissant leurs boucliers pour former un rempart devant elle. Anna entonna une incantation et érigea un gigantesque mur de flammes qui enveloppa la barrière endommagée. D'un signe de tête, Roland attrapa le fusil à silex que lui tendait Carter et visa l'une des créatures démoniaques. Le coup partit, et le bruit de la balle transperçant la chair d'un loup attira tous les regards. Levant son bras haut dans les airs, Roland hurla à tous que le mur tenait bon, ordonnant à ses troupes de reprendre leur position et de défendre la ville coûte que coûte. Un formidable élan de courage s'empara des soldats. D'une seule voix, ils crièrent leur serment de tenir bon et de se battre jusqu'à leur dernier souffle pour leur prince et la cité frontière. Pendant 1 heure, le combat fit rage. Finalement, il ne restait plus qu'un loup debout. 3 flèches lui transperçaient le flanc, et pourtant, il refusait encore de tomber. Mais en quelques secondes, il s'effondra à son tour sur la terre imbibée de sang, marquant la victoire durement arrachée de la ville assiégée. Du haut des remparts, les soldats exultèrent, leurs cris de joie résonnant à l'unisson. « Vive le prince !» scandèrent-ils, tandis que Roland, empli de fierté, contemplait ses hommes, unis dans l'adversité, triomphant contre les monstres. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit. Comment expliquer la présence d'Anna aux soldats? Il redoutait que les habitants, en la voyant à l'œuvre, ne recommencent à la considérer comme un démon. Cependant, les craintes de Roland étaient infondées. Alors que les soldats se rassemblaient autour d'Anna, ils baissèrent la tête en signe de profond respect pour la sorcière qui avait combattu à leur côté. Roland comprit alors que, si les hommes craignent l'inconnu, ce sentiment s'efface lorsque ce pouvoir est utilisé pour défendre leur cause contre un ennemi commun. La peur cédait alors la place à la gratitude et à la confiance. Tendant les 2 mains, Roland chercha à s'assurer du bien-être d'Anna, mais son cœur se serra en découvrant son visage livide. Elle était inconsciente dans ses bras, aussi pâle que la mort. Pris de panique, il appela à l'aide. Pendant ce temps, dans l'opulent palais de la 3e princesse Garcia, la nouvelle du décès tragique du roi lui parvint enfin. La lettre racontait une histoire sinistre. Le souverain avait été assassiné par le traître qu'était le premier prince, avant que ce dernier ne soit capturé par la garde royale. Le premier prince avait été condamné à la décapitation. Cependant, Garcia connaissait trop bien les rouages de la cour pour ne pas voir la main du 2e prince derrière cette machination. Il la craignait, elle et son armée. La 3e princesse comprit qu'il lui fallait revoir ses plans et elle fit convoquer d'urgence tous les capitaines de la flotte dans son bureau. Lorsqu'un de ses subordonnés se prosterna devant elle, il l'appela d'abord « Votre Altesse », avant de se reprendre et de l'appeler « Votre Majesté », la reine. Les jours passèrent, et une paix fragile s'installa sur la ville frontière. Aucun signe de la horde de bêtes démoniaques qu'il avait ravagée récemment. Les soldats blessés avaient tous repris leur poste, entièrement rétablis. L'atmosphère était empreinte d'un regain d'espoir. Même Carter avait trouvé le moyen d'utiliser la carcasse d'une créature déchue pour renforcer la défense des remparts. Mais alors que Roland se dirigeait vers la chambre d'Anna, la véritable héroïne derrière cette victoire, son cœur se serra en la découvrant toujours plongée dans un profond coma, 1 semaine après les événements. Nana et Nightingale veillaient à son chevet, les yeux emplis d'inquiétude. Nightingale brisa le silence pour annoncer qu'Anna atteindrait sa majorité cette nuit, à minuit. Mais Roland, inquiet, ne pouvait ignorer son état. Était-il seulement possible pour elle de franchir cette étape alors qu'elle était inconsciente? Le regard grave, Nightingale lui révéla une vérité terrible. Les chances de survie d'Anna étaient minces. Elle expliqua que l'éveil nécessitait une force mentale colossale et qu'il était impossible de résister à la torture démoniaque sans conscience. Anna ne survivrait probablement pas. Nightingale avait vu trop de sorcières périr avant leur temps. Comme elle, ces femmes étaient considérées comme de simples esclaves, des bêtes que l'on pouvait pendre, brûler vives ou torturer pour divertir les nobles. Celles qui parvenaient à s'enfuir n'avaient d'autre choix que de se terrer dans des terres sauvages, espérant un jour atteindre la montagne sacrée. Mais Anna était différente. Pour la première fois, Nightingale voyait une sorcière aimée, respectée, entourée d'une véritable famille. Les mâchoires serrées, tremblantes entre la détresse et une étrange sérénité, elle murmura à Roland que, même si Anna ne survivait pas à cette nuit, elle avait déjà trouvé sa propre montagne sacrée. Roland inspira profondément, submergé par un flot de souvenirs. Debout au chevet d'Anna,
Il revécut tous les instants qu'ils avaient partagés. Il lui prit la main avec force, refusant d'accepter que ce moment soit le dernier. Dehors, la neige tombait, portée par un vent glacial, rendant l'atmosphère encore plus pesante. À mesure que minuit approchait, Nightingale sentit un changement dans l'air. Soudain, une énergie surnaturelle émana du corps d'Anna. Roland retint son souffle, redoutant qu'elle souffre d'une agonie insupportable. Mais, à sa grande surprise, Anna demeura paisible. Puis, la flamme de la bougie vacilla et s'éteignit, plongeant la pièce dans l'obscurité.